Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de Galilée et de son histoire que je trouve par ailleurs très intéressante. Alors tout d'abord, Galilée est né le 15 février 1564 en Italie et est mort le 8 janvier 1642 en Italie aussi. En 1581, il va rejoindre l'école pour devenir médecin, l'école de médecine, mais il se rend compte qu'il préfère les mathématiques, donc du coup il va changer pour étudier les maths. Et en 1589, il obtient le diplôme, la chaire qu'on appelait à l'époque, il me semble, par rapport aux mathématiques. Il était donc enseignant, chercheur, scientifique, astronome et auteur, et physicien. Comment il a commencé à s'intéresser aux secrets de l'univers? En gros, imaginez-vous, au début du XVIIe siècle, un homme en Italie qui avait une lentille à la main et qui passait toutes ses nuits à regarder le ciel et à chercher tout indice qui pourrait l'aider à en savoir plus sur ce qui se passe au-dessus. En gros, il passait son temps à faire ça. Il passait son temps et ses nuits à scruter ce qui se passait au-dessus de lui pour en apprendre le plus possible et dévoiler quelques mystères. En gros, voilà, il y a cette image-là de cet homme-là qui voulait vraiment savoir plus. C'est comme ça qu'il a vraiment commencé à s'intéresser et qu'il a vraiment commencé ses études et ses observations. C'est plus en dehors de l'école, c'est plus par lui-même qu'il a commencé à s'intéresser à ce qui se passait. Juste pour que vous ayez un meilleur contexte de l'époque, imaginez-vous également que c'était une époque où les personnes, la majorité, pensaient que la Terre était immobile et qu'elle était au centre et que les autres corps lui tournaient autour. Parce que, basiquement, c'est comme ça que les gens à l'époque pensaient, c'est comme ça que l'Église voyait la chose. Donc Galilée, lui, il voulait vraiment savoir la vérité et il était pas convaincu par cette vision-là. Et donc oui, à ses risques et périls, il va par lui-même mener ses recherches et passer ses nuits à du coup regarder le ciel, regarder ce qui se passe. Donc il fait ça vraiment très fréquemment et c'est au début de sa quarantaine et vers sa quarantaine en général qu'il commence à faire des découvertes. Donc la première majeure, c'est quand il a découvert les lunes de Jupiter. Donc imaginez-vous qu'on est en janvier 1610, que du coup il regarde la nuit avec son télescope fait maison, il faisait tout lui-même, et qu'il pointait vers Jupiter. Et là il voyait ce qu'il pensait être 4 étoiles qui dansaient autour de Jupiter. Et là ça a vraiment fait un choc en lui parce que du coup cette vision-là de l'époque, tout était en train de tourner autour de la Terre, finalement il avait la preuve que c'était pas le cas, que là ces étoiles-là, selon lui, tournaient autour d'une autre planète, de Jupiter. Une des deuxièmes découvertes qu'il a fait, c'est les phases de Vénus. Donc encore une fois, il passait ses nuits à regarder ce qui se passait. Il pointait vers plusieurs planètes, dont la Vénus. Et là, il a remarqué que Vénus connaissait des phases, un peu comme la Lune. Des phases où elle reflétait plus la lumière, des phases où elle reflétait moins, des phases où elle semblait différente. Un peu comme la Lune en fait. Et c'est là qu'il a eu une nouvelle preuve qui soutenait sa vision du fait que sa vision héliocentriste. Les planètes ne tournent pas autour de la Terre mais autour du Soleil, parce que ces phases-là, elles peuvent exister que si Vénus tournait autour du Soleil. Si Vénus tournait autour de la Terre, elle n'aurait pas connu toutes ces phases-là, toutes ces réflexions. Donc ça, c'était une nouvelle découverte qu'il a vue de ses propres yeux, qui ont à nouveau confirmé que les corps célestes ne tournaient pas autour de la Terre. Alors qu'à l'époque, les gens vivaient par ça. L'Église affirmait cela avec conviction, et puis il n'y avait pas de doute à voir. Il y avait des gens qui pensaient le contraire, mais voilà, ils n'avaient pas de preuves et ils s'étaient pas vraiment pris au sérieux. En parlant de la Lune, Galilée a aussi observé la Lune et il a découvert que la Lune présentait des cratères, qu'elle n'était pas lisse. Et ça aussi, ça a été contraire à ce que les gens pensaient à l'époque, parce qu'à l'époque, les gens pensaient que la Lune était parfaite. Et que voilà, ils la vénéraient un petit peu, on va dire, et ils avaient cette conviction que la Lune était lisse, parfaite, quelque chose d'idéal, qui tournait autour de la Terre. Du coup, ils avaient cette pensée-là toujours. Il a fait cette même observation pour le Soleil. Quand il a du coup observé le Soleil, il a vu que le Soleil n'était pas parfait, qu'il avait des taches. Et il a conclu, avec ses mesures, ses observations, il a conclu que ces taches étaient dues au fait que le Soleil tournait sur lui-même.
qui était aussi du coup contraire à l'époque, que les gens pensaient que le soleil était aussi parfait que la lune, et que du coup les corps célestes ne tournaient qu'autour de la Terre. Et voilà, Galilée commençait à avoir une vision de comment le système solaire était, on va dire, organisé. Et ça, c'est vrai que c'était très contraire aux idées de l'époque. Une autre découverte et observation que Galilée a fait qui allait à l'encontre de ce que les gens pensaient, c'était la Voie lactée. Galilée, quand il a regardé, observé et scruté la Voie lactée, il a vu qu'elle était faite de plein d'étoiles, que c'était une mer, un océan d'étoiles, qu'il y avait beaucoup plus d'étoiles qu'on le pensait, alors qu'à l'époque, on pensait que la Voie lactée c'était un peu comme un nuage, vous voyez. C'était pas aussi grand et aussi étoilé, puisqu'on pensait qu'on était vraiment le centre. Et donc Galilée a vu que non, qu'il y avait beaucoup plus d'étoiles qu'on pouvait imaginer, et que c'était pas un nuage. Donc ouais, ça aussi c'était un peu à l'encontre. Ces découvertes du coup ont eu un grand impact à la fois scientifique, parce que du coup ça a remis en question ce qu'on pensait avant, et ça a apporté des nouvelles preuves sur comment l'univers était vraiment organisé, mais aussi sociétal et religieux, parce que du coup ça a créé beaucoup de tensions avec les pensées de l'époque, et notamment avec l'Église, qui était totalement contre cette idée-là, parce que ça allait contre les écritures bibliques qu'ils avaient. Il y avait plusieurs types de réactions après dans l'ensemble, des réactions positives. Il y avait quand même des gens qui étaient pour cette vision-là et qui croyaient aux preuves de Galilée, notamment aussi Kepler. Et il y avait des gens qui pensaient que c'était assez solide. Donc il y avait aussi des gens qui étaient pour, mais il y avait aussi plusieurs gens, beaucoup de personnes qui étaient contre, dont les disciples d'Aristote et du coup l'Église. Il faut savoir que Galilée, que ces réactions-là et les personnes qui étaient contre n'ont jamais retiré cette conviction-là de Galilée. Il a toujours eu cette conviction-là et il a toujours su que c'était la réalité parce qu'il les avait observés en live. Mais du coup, ça n'a pas arrangé sa situation parce que l'Église n'a pas dit son dernier mot et a décidé de l'emmener au tribunal par rapport à ça. Première question, pourquoi est-ce que seulement Galilée a été a été condamné alors que plusieurs autres scientifiques avançaient la même chose? Parce que Galilée apportait des vraies preuves solides et des observations vraiment scientifiques et quantitatives qui pouvaient confirmer que ce qu'il disait était vrai, alors que les autres scientifiques, ils avaient aussi leurs propres hypothèses, théories, preuves, tout ça, mais ça restait vague, ça restait assez vague. En tout cas, ça restait assez vague pour que l'Église puisse dire que c'est pas fondé et que tout simplement sa vision à elle est la bonne. Donc il faut savoir que quand l'Église décida d'entamer une procédure contre Galilée, il avait à peu près 70 ans, donc c'était il était déjà une personne âgée. Donc pourquoi ce procès-là? Pourquoi ce tribunal? Parce que comme vous le savez, parce que Galilée avance des arguments pour le fait que la Terre n'est pas le centre du monde et n'est pas immobile, parce qu'il faut savoir aussi qu'à l'époque, les gens pensaient que la Terre était vraiment immobile et au centre du monde et que tout tournait autour. Galilée apporte des preuves pour dire que ce n'est pas du tout le cas, que la Terre tourne. D'ailleurs, petit fait intéressant, après la sentence du juge qui condamnait du coup Galilée a murmuré « et pour si mueve » en mode « et pourtant si elle bouge ». Et ça c'était très risqué parce qu'à l'époque, l'Église et puis les personnes ne rigolaient pas là-dessus. Concrètement, à quoi il a été condamné? Il a été condamné à du coup affirmer que ce qu'il disait était complètement faux, et aussi à rester chez lui emprisonné à vie. Et du coup, c'est ce qu'il a fait. Il a affirmé, il s'est mis à genoux devant le tribunal et il a affirmé que tout ce qu'il disait était faux et qu'il ne remettrait plus jamais en doute et plus jamais en cause ce que l'Église disait. Bien sûr, au fond de lui, c'est parce qu'il pensait. Il continuait à écrire quand il était emprisonné chez lui sur ses travaux, il continue à écrire sur sa pensée et sa conviction. Il n'y a pas de preuves, mais il y a des rumeurs qui disaient qu'il a été torturé et qu'il a été menacé plus d'une fois par rapport à ça. Et qu'il a même été apparemment considéré comme le diable qui voulait corrompre un petit peu les enseignements bibliques de l'époque. On n'a pas de preuves là-dessus, donc on ne peut pas vraiment affirmer, mais c'est les rumeurs que, quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu qu'il y avait des rumeurs là-dessus. Il continuait à faire ses travaux, mais du coup, il écrivait que sur la mécanique, sur le mouvement, il écrivait plus pour des choses astronomiques, des choses sur l'astronomie ou qui pouvaient perturber, on va dire, l'opinion publique.
il avait plus le droit et voilà, il voulait plus s'aventurer là-dessus. Et ça, du coup, ça a aussi eu des répercussions sur le domaine scientifique parce que qui sait où est-ce que ces découvertes et ces observations nous auraient menés si on l'aurait laissé faire. Du coup, le 8 janvier en 1642, il finit par mourir à 77 ans. Et il faut savoir que l'église qui l'avait condamné a reconnu son erreur en 1992. Donc à peu près 300 ans, plus de 300 ans après sa mort. Donc il est devenu une inspiration de par sa quête de la vérité, sa défense de la vérité, ses nouvelles méthodes d'expérimentation scientifique, sa curiosité, ses observations et le fait qu'il voulait toujours s'ouvrir les portes au mystère, il n'était pas fixé sur une idée. Donc tout ça, toutes ces découvertes ont ouvert la porte et ont inspiré des générations après. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? N'hésitez pas à commenter et voilà, à la prochaine. Merci.